Qu'est-ce qui est en train de se passer là, selon vous, Nicolas Tenzer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, à Kherson, pour l'instant, on a l'impression d'avoir des mouvements très contradictoires. D'un côté, un renforcement des troupes russes et de l'autre côté, le départ d'un certain nombre de ces troupes d'une partie de la région de Kherson. Derrière, effectivement, une offensive de destruction dont on voit mal quand même pourquoi les Ukrainiens l'auraient accompli finalement sur ce barrage, comme on l'a vu, parce que ça peut avoir des conséquences absolument terribles sur les habitants de ces régions. Des inondations, c'est-à-dire des flots d'eau quand même qui peuvent emporter sur leur route des maisons, des habitations, donc des gens. Ça, c'est tout à fait incertain. Et puis vous avez ce mouvement auquel on assiste déjà depuis quand même une quinzaine de jours, où les Russes décident effectivement d'exfiltrer, mais en fait évidemment plutôt de déporter, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres régions d'Ukraine, un certain nombre d'habitants. Mais ce qu'on ne sait pas évidemment, c'est le nombre d'habitants qui restent, notamment dans la ville de Kherson, parce que Kherson c'est d'abord une grande ville et toute une région. Et dans cette ville de Kherson, on peut avoir évidemment des personnes qui servent en quelque sorte de boucliers humains, d'otages, si j'ose dire, et là je pense que le terme peut être approprié, qui peuvent servir évidemment pour ralentir aussi les troupes ukrainiennes qui ne vont pas tirer sur les leurs, parce que les Ukrainiens sont quand même très attentifs, à la différence des Russes, à la vie humaine. Il faut dire un mot des précédents. Il y a un précédent historique en particulier qui est très impressionnant dans cette même région, c'est le barrage de Zaporijjia qui avait été détruit par le NKVD. À l'époque, c'était donc les Soviétiques pour empêcher l'avancée des Allemands, mais avec un sacrifice humain qui était colossal. On pense qu'il y a eu 100 000 morts, en tout cas des dizaines de milliers de personnes qui ont été noyées. Voilà, exactement. Mais ça, c'était effectivement, de toute manière, la stratégie de Staline à l'époque. De toute manière, il se moquait complètement des vies humaines en général, y compris d'ailleurs de sa propre armée, puisqu'on a vu parfois envoyer des gens à la bataille, vraiment au casse-pipe, sans aucune précaution. Alors que certain nombre de batailles, en termes de vies humaines, auraient pu être beaucoup mieux gagnées, finalement, dans d'autres circonstances. Et là, il y a cette destruction du barrage, qui est une sorte d'acte de sabotage qu'on peut comprendre, évidemment, militairement, mais les vies humaines n'importent pas. Et c'est quand même ça qui frappe, je dirais. Et là, il y a vraiment une comparaison entre Staline et Poutine. C'est que la question des hommes, des vies humaines, des personnes, des lieux, des habitations, des monuments historiques. Il faut voir aussi la destruction aussi de monuments historiques dans l'Ukraine. Des frontières, on peut les déplacer évidemment facilement. Ça n'a aucun, dans l'esprit de Staline, évidemment, ça ne comptait pas. Ça ne compte absolument pas. Et puis bon, Staline, évidemment, je dirais, en Ukraine, c'était quand même illustré déjà dans les années 32-34, par ce qu'on appelle le Holodomor, c'est-à-dire la grande famine, où il voulait vaincre en quelque sorte la résistance des Ukrainiens contre le pouvoir soviétique à l'époque. L'abcès de fixation de Kherson, beaucoup de choses se sont passées là, très précisément. Alors on voit l'avancée ukrainienne, c'est là qu'il y a eu beaucoup d'actes de résistance ukrainienne, des assassinats ciblés contre des responsables locaux, et ces images qu'on a tous encore dans l'œil de gens qui chantent ou qui sont sans armes devant des chars pour faire reculer des chars russes ou des militaires russes. Est-ce qu'il y a une forme de vengeance aussi pour les Russes, de dire c'est là qu'on nous a résisté, c'est là qu'on va peut-être contre-attaquer le plus durement? Alors oui et non. Non, dans la mesure où on a vu ces actes, je dirais, à l'égard des civils ukrainiens partout. On les a vus à Boutcha, on les a vus à Irpin, on a vu évidemment à Mariupol, ce qui s'est passé, sans doute à peu près 100 000 morts à Mariupol. Et à Kherson, d'après toutes les indications, il y a eu énormément aussi d'exécutions sommaires. Alors là, oui, bien sûr, c'est aussi une vengeance. On sait très bien que Poutine ne s'attendait pas, y compris dans des régions qui sont des régions russophones, ne s'attendaient absolument pas à la résistance des Ukrainiens. Et ils leur font payer. Ce qu'on va découvrir le jour, parce que je me souviendra, où les Ukrainiens auront libéré la ville de Kherson. Personne ne sait quand exactement, comment, etc. Bien sûr. Je crois que ce qu'on va découvrir sur place, ce sera peut-être encore pire que dans des régions comme Boutcha ou Irpin ou d'autres. Je pense qu'on aura vraiment... Il y a eu des rapports qui quand même sont venus discrètement sur justement ces chambres de torture qu'on a vues ailleurs, ces exécutions sommaires. Ce sera quelque chose d'absolument terrible. Nous recevons beaucoup d'images qui illustrent la violence des combats, des tranchées, dans les tranchées ukrainiennes, dans les tranchées russes. On va voir certaines de ces images. Certaines sont vraiment au moment du feu. Ce sont les Ukrainiens qui sont en train, en l'occurrence, de recevoir le feu russe. On peut écouter même ce qui s'y passe très, très précisément. On se bat là avec une très grande intensité.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu, vous l'avez dit évidemment pour les Russes, hein, parce que laisser tomber Kherson, évidemment, symboliquement, c'est quelque chose d'absolument terrible. Hein. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la fin de la guerre, mais c'est évidemment très important. C'est très important stratégiquement, parce que c'est quand même un point vraiment tout à fait crucial pour empêcher aussi l'Ukraine de reprendre la Crimée, qui est ukrainienne et qu'elle veut reprendre, peut-être même qu'elle veut reprendre et qu'elle pourrait reprendre d'ailleurs avant même le Donbass. Hein. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et de ce point de vue-là, Kherson est décisif. C'est évidemment important pour les Ukrainiens, d'abord parce que libérer une ville de cette importance, l'une des premières qui est tombée aux mains des Russes, c'est évidemment quelque chose d'absolument extraordinaire. L'autre branle-bas de combat, l'autre lieu crucial, évidemment, c'est Kiev. Et là, l'échelle est encore autre. 3 millions d'habitants et la grande peur du froid. Aujourd'hui, on apprend que les autorités sont à ce stade de crainte qu'ils imaginent une évacuation, des plans d'évacuation à l'aune de ces 3 millions d'habitants. En cas de coupure d'électricité continue, d'ailleurs on voit déjà toutes les restrictions qui ont lieu, là, les Russes ont-ils trouvé un talon d'Achille? Oui, et ce sont d'ailleurs, il faut le rappeler, des crimes de guerre. Juridiquement, hein, en vertu des conventions internationales, le fait de viser des infrastructures civiles d'importance vitale pour les citoyens, c'est-à-dire l'électricité. L'électricité, ça commande non seulement l'éclairage, hein, aussi, mais quand même les pompes à eau. C'est pour ça qu'on parle les aussi hôpitaux, effectivement du manque d'eau. Voilà. C'est un crime de guerre. 40% de ces infrastructures, semble-t-il, hein, le chiffre est encore approximatif, mais ça semble à peu près établi, ont été visées par les Russes. Pour une ville comme Kiev, c'est absolument terrible. Et là, je dirais, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment nous, occidentaux, nous réagissons. Alors nous réagissons en donnant plus de missiles, évidemment, pour défendre. C'est un progrès notable. Mais je pense que nous ne sommes pas encore allés, nous, occidentaux, jusqu'au bout de la réponse. Oui. Je vois encore trop d'hésitations. Nous sommes encore à mi-chemin, je trouve, dans notre aide à l'Ukraine. Aide économique et financière d'un côté, mais surtout aide militaire. Il faut aller beaucoup plus loin. On en aura illustration en partie le 13 décembre, mais là c'est plutôt de l'aide de type humanitaire ou infrastructure, parce qu'évidemment il y a un besoin, par exemple en groupe électrogène ou ce genre de choses. Pourtant les Ukrainiens essayent déjà de reconstruire. On reçoit beaucoup de ces images très frappantes où déjà, après quelques mois, il y a des immeubles reconstruits à l'identique. Ça compte beaucoup dans absolument. La psychologie. Ça compte beaucoup, mais ça démontre aussi quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais en Ukraine, là, au début de la guerre, enfin 2 mois après le début de la guerre en avril, c'est de voir l'efficacité des services publics ukrainiens. Des municipalités et de l'État. C'est-à-dire que les municipalités aussi, je veux dire, il n'y a pas que l'État, jouent un rôle considérable. On a quand même des gens extraordinairement expérimentés qui sont capables de rétablir les réseaux électriques. En plein milieu de la guerre, les communications, par exemple, ne se sont jamais complètement arrêtées. Et c'est de la stratégie de guerre, n'est-ce pas? De la même façon que quand Londres était sous le Blitz, pouvoir rétablir très très vite un certain nombre de circulations, réparer, etc., c'est très important pour le moral. Absolument. La comparaison me paraît d'ailleurs tout à fait justifiée. C'est vraiment en fait ce qu'on a, ce que les Ukrainiens ont vraiment vécu au quotidien. Alors aussi bien sûr des attaques contre les civils, contre les infrastructures. Il faut réparer, mais les Ukrainiens sont extraordinairement forts. Hein. Ils se disent de toute manière, nous n'avons pas le choix, nous devons résister. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce que nous, occidentaux, nous avons pris la mesure de cela et est-ce que nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin dans l'engagement de nos forces, dans l'engagement également en termes de fourniture d'armes décisives, y compris qui permettent de frapper, je pense qu'il le faudra, le territoire russe. Donc en clair, ce sont les HIMARS non plus à 80 km, mais à 300. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. On connaît les hésitations de l'administration Biden, parce que c'est quand même les États-Unis qui sont décisifs là-dessus, même si les armes européennes sont essentielles. On va entendre dans un instant le général Yakovlev. Alors lui fait partie des plus affirmatifs dans ce domaine-là. On verra s'il vous suit en cela. C'est-à-dire que ce serait un cap majeur de ne plus seulement donner aux Ukrainiens de quoi frapper les Russes en Ukraine, mais les Russes en Russie. Je pense qu'il faut absolument jusque-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des frappes, il faut donner aux Ukrainiens la capacité de répliquer sur les lieux d'où partent ces frappes. Ce sont des objectifs militaires. Alors, encore une fois, soit on est vraiment sérieux dans la défense de l'Ukraine, et il faut aller jusque-là. Moi, je n'aime pas beaucoup le discours, vous savez, on entend un discours, c'est l'escalade. Mais qui escalade non seulement depuis le 24 février, mais depuis 23 ans? C'est quand même un seul côté, c'est pas l'Ukraine. Vous dites le mot escalade, c'est une manière de renvoyer dos à dos. Oui, je pense, voilà, et qu'aujourd'hui, il y a quand même, encore une fois, d'abord nous avons un allié et nous avons un ennemi, et je prends vraiment des précautions en parlant d'ennemi. Je pense qu'effectivement, Poutine nous fait la guerre. Je pense que nous sommes véritablement en guerre, que cette guerre est la nôtre, mais arrêtez de dire, voilà, nous ne sommes pas en guerre. Oui, juridiquement, c'est exact.
Mais la réalité, c'est que Poutine nous vise depuis le début. Dites un mot de cela, Nicolas Tenzer, parce que vous êtes un des auteurs de ce livre noir de Vladimir Poutine qui va paraître chez Lafon et Perrin dans quelques jours. Le 10 novembre, exactement. Vous décrivez comment Vladimir Poutine, un peu par grignotage, pourrait avoir un certain nombre d'objectifs dans les pays baltes, mais aussi, par exemple, dans les Balkans. Il y a eu une guerre quand même en Europe. Souvent, on dit que c'est la première guerre en Europe depuis 1945. Non, il y a eu quand même la guerre des Balkans qui était considérable. Et là, par exemple, il a des visées. Il a des visées. Alors d'abord, il veut empêcher, évidemment, que des pays des Balkans qui ne sont pas encore membres de l'Europe, notamment, évidemment, la Serbie, rejoignent l'Union européenne. Ça, c'est parfaitement évident. Il vise à déstabiliser la région depuis longtemps. Rappelez-vous le coup d'État au Monténégro en 2018, où déjà il y a eu une tentative d'assassinat fomentée par les services russes. Il est très influent également en Macédoine du Nord. Finalement, il y a un objectif de déstabilisation. Et c'est pour ça aussi que la guerre en Ukraine est un test. C'est-à-dire que si nous arrêtons, nous, je parle des Occidentaux, M. Poutine et l'armée russe en Ukraine, ça va aussi mettre un terme à ces actions, non seulement dans les Balkans, non seulement contre les pays baltes, mais également en Syrie. Encore aujourd'hui, vous avez eu des tirs russes sur un camp de réfugiés, de personnes sans défense, sans missiles anti-défense, sans défense anti-missiles, qui ont fait à peu près une dizaine de morts et 70 blessés. On ne parle pas assez de la Syrie. Je rappelle toujours qu'en Syrie, les forces russes elles-mêmes ont tué plus de civils syriens que Daesh. Regardez ce qui se passe en Afrique. Voilà, je veux dire, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de l'Ukraine et des Ukrainiens et des vies ukrainiennes et des crimes de guerre qui ont été commis, des crimes contre l'humanité, il y a vraiment un sujet qui est un sujet de géostratégie mondiale qui est aujourd'hui tout simplement que le monde, sans cette Russie forte et agressive, sera meilleur. Ça ne résoudra pas tous les problèmes du monde, c'est clair. Jusqu'où est-ce que vous faites remonter cette trop grande mollesse, selon vous, de l'Occident face à la Russie? Hier, à votre place, Galia Ackerman, votre co-auteur du Livre Noir, disait, elle rappelait par exemple qu'il y a une rue Lénine, il y a un boulevard Lénine à Bobigny. Lénine, l'inventeur du goulag, un grand criminel. Jusqu'où il faut remonter? Il y a ceux qui disent, sous la Russie soviétique, déjà, l'Occident a été trop démuni. Jusqu'où est-ce que vous faites remonter? D'abord, je pense que c'est comme très différent. Je pense que c'est vraiment différent. C'est-à-dire que pour moi, nous avons été faibles depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis la Tchétchénie et surtout depuis la Géorgie 2008. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on se battait tellement pour les Tchécoslovaques, les Roumains, les Polonais, alors là, quand ils étaient sous ça c'était évidemment autre chose, mais ça effectivement, il y a des analogies avec la période de l'avant-seconde guerre mondiale. Après, par rapport effectivement à la menace soviétique, c'était une menace d'un autre genre. Et je pense que là, nous avons plutôt bien répondu. À vrai dire, nous n'avons pas vu les choses d'assez près. Il y a eu un enthousiasme par rapport à Staline, on s'en souvient, ou au régime soviétique, par rapport à Mao d'ailleurs aussi. Mais je pense qu'on n'était pas faible. Notre grande faiblesse, c'est une faiblesse, encore une fois, vis-à-vis de ce régime. C'est aussi une très mauvaise gestion de la période de 1991. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà une forme de réel politique? Les Américains étaient très offensifs. On se rappelle Radio Free Europe, etc. Une volonté vraiment, notamment chez Reagan, à un moment donné, de faire tomber ce régime. En France, déjà, l'État profond était plutôt réel politique. On s'entendait relativement bien, même par moments, avec ce régime soviétique. Oui, mais en même temps, on peut dire que le général de Gaulle, déjà, en 1966, avait dit qu'un jour, il espérait la libération des peuples de l'URSS. Donc, vous savez, et que le général de Gaulle a été très ferme lors de la crise de Cuba, en 62, lors de deuxième crise de Berlin, blocus de Berlin en 1961. Il avait prôné en 60, au Congrès américain, l'Alliance Atlantique. Donc, vous aviez finalement ce visage composé. Mais ce qui est vrai, en même temps, c'est qu'il y avait un certain nombre de dirigeants français qui s'accommodaient de l'URSS. Qui s'accommodaient même de la division de l'Allemagne. Et est-ce que ça revient d'une certaine manière? C'est le Washington Post qui le dit aujourd'hui même, qui dit que l'administration Biden, en coulisses, a parlé à Zelensky en lui disant « calmons-nous un petit peu, peut-être qu'il faudra négocier avec Poutine ». Est-ce que cette forme de réelle politique à l'ancienne, qui est toujours présente dans les esprits, même d'ailleurs aux États-Unis, revient? Oui, je pense qu'elle revient. J'ai écrit récemment un article qui s'appelle, qui est en anglais, mais qui s'appelle en français « Les lourds nuages de la paix ». Et je pense qu'effectivement, certains de ceux qui veulent pousser pour la paix aujourd'hui n'ont pas compris la réalité de ce régime. Mais surtout, ce qui m'inquiète aussi du côté américain, c'est que j'ai l'impression que les États-Unis aujourd'hui, comme d'ailleurs un certain nombre de pays européens, n'ont pas de stratégie de long terme avec la Russie. Et que finalement, ils gèrent les choses en quelque sorte au fil de l'eau. Et ils n'imaginent pas, ils ont peur ils se disent que la Russie, c'est finalement trop grande pour tomber, too big to fail. Et je pense que c'est ça l'erreur.
On va entendre à ce sujet le général Michel Yakovlev. Il a été le gradé le plus élevé français dans le cadre de l'OTAN. On lui posera la question que vous posiez vous-même sur la distance de tir des HIMARS. C'est une décision majeure que les Occidentaux, un jour les Américains surtout, devront prendre ou non. Merci Nicolas.